Bonjour à tous. Juste une petite déclaration préliminaire. Ces rencontres et les interventions dans les salles sont filmées et diffusées sur Internet en direct. Voilà. Donc la presse qui est aussi présente est susceptible de prendre des photos et des vidéos. Et donc voilà, si vous ne voulez pas montrer vos bobines, il faut vous cacher ou prendre une cagoule par exemple. Tiens, voilà, ça sera à la mode. Voilà, merci. Marche. Donc merci beaucoup pour toute cette organisation, cette 7e organisation. Merci beaucoup à Daniel Ibanez, à Gilles et Catherine, les libraires, pour ces salons Délivrer l'alerte, aujourd'hui devenus rencontre annuelle des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, c'est l'association Crimalt qui veut lutter contre le crime organisé, la corruption, mais évidemment par le bas, par le rôle des citoyens, évidemment, rien à voir avec l'action des forces de l'ordre, de la police, etc. Et donc c'est une association qui existe depuis 2015 officiellement, mais qui est née d'un projet européen qui était plus ancien, qui avait déjà 3-4 ans d'existence, mais qui n'avait pas d'entité légale, ce n'était pas une association. Et Crimalt a eu pour objectif et obsession d'obtenir avant tout une loi d'usage social des biens confisqués en France. Donc les biens sont confisqués aux criminels, mais ils sont revendus en France. Nous, on veut que, en tout cas, ils puissent être mis à disposition d'associations, de fondations. Cette loi, nous l'avons obtenue l'année dernière, le 1er avril, promulguée le 8 avril, et le décret d'application au mois de novembre. Il faut dire que notre ministre de la Justice y était très favorable. Et en France, quand l'exécutif est favorable, ça facilite beaucoup les choses. Aujourd'hui, il existe 3 biens déjà réutilisés. Un en Guadeloupe, un à Paris. Il y en aura bientôt un à Marseille et très prochainement à Dunkerque, ça fait 4, et même encore un dans le sud. Donc ça commence à venir. Si vous avez des questions là-dessus, je serai totalement disponible après. Crimalt ne vit que des adhésions de ses adhérents. Mais depuis 2019, nous faisons des projets européens Erasmus+, de formation des adultes. Donc là, on reçoit de l'argent de l'Europe sur des projets. Et donc, on emmène des personnes en Italie se former à l'antimafia sociale, à l'usage social des biens confisqués et autres. Et donc, dans ces derniers voyages, on a par exemple invité à chaque fois des membres des collectifs anti-mafia en Corse, le collectif Maxime Sousini, et non à la mafia, oui à la vie. Je ne dirais pas en Corse, j'ai peur d'avoir un accent qui ne serait pas adéquat. Et donc, j'en viens à pourquoi Crimalt propose déjà depuis quelques salons des conférences autour du crime organisé au salon Délivrer l'alerte et la rencontre des lanceurs d'alerte. Ça ne paraît pas évident. Qu'est-ce que peut bien être l'alerte dans le crime organisé? Très clairement, on est en France où l'État est très comment dire, jaloux de ses prérogatives régaliennes et il ne comprend pas bien que les citoyens puissent avoir un rôle proactif dans la lutte contre le crime organisé. Je vous donne un seul exemple. Si vous allez au tribunal aujourd'hui, au greffe, où maintenant il existe même un CERFA, pour demander juste une décision de justice, savoir qui a été condamné ou relaxé d'ailleurs, pourquoi, eh bien on vous demande pourquoi vous demandez cette décision. Or, la personne au greffe n'a pas à vous demander pourquoi. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français et donc on doit y avoir accès. Je vous passe les problèmes de moyens de justice, dont on discutera à mon avis aujourd'hui, en tout cas je ne manquerai pas d'y revenir. Donc voilà, il s'agit par exemple de s'informer, tout simplement, comment fonctionne le crime organisé, la corruption, la grande délinquance économique et financière, et puis d'obtenir des lois plus intéressantes. Et donc, on a déjà fait des conférences ici pour s'interroger sur la prohibition des drogues, comme elle était faite en France, qui pouvait créer de la corruption. On a fait un lien avec les pratiques des laboratoires pharmaceutiques. On a invité Claude Chaussat, repenti certes autoproclamé, non protégé par l'État, mais on lui a fait faire une vidéo pour peut-être qu'il puisse avoir la parole d'expliquer qu'en France, si on voulait coopérer avec la justice, ça pouvait être très problématique si on n'était pas protégé. Il y a des détails techniques autour de cette loi, etc. Voilà le rôle de Crimalt. Alors aujourd'hui, on s'est dit, on va donner la parole à des personnes qui lancent l'alerte en Corse, concrètement. Et nous avons eu 3 idées forces pour l'alerte en Corse. Une alerte autour de l'Office des transports en Corse. Une alerte autour du marché
des marchés publics des déchets, ou la récolte des déchets, la transformation des déchets, Monsieur Mondoloni nous en parlera, et l'alerte quand on est maire d'une commune et qu'on veut lutter contre des dysfonctionnements, de la corruption, etc. Au sujet de l'alerte sur l'office de transport. Désolé, mais c'est pas pratique avec le micro. Comme je dois un petit peu lire, voilà, je vais essayer de... le micro est obligatoire. Nous avons absolument voulu donner la parole à 3 personnes et 3 femmes, car ici, il n'y a que des hommes. C'est un problème pour représenter l'alerte, car il y a beaucoup de femmes qui livrent l'alerte. Et donc, comme nous sommes quand même à un salon du livre, même si ça s'appelle les rencontres annuelles, je voudrais vous citer ce livre, « Résister en Corse » de Jean-Michel Verne, avec des lanceurs d'alerte. Et ici, vous avez 3 personnes qui écrivent qu'elles travaillaient à l'office donc de transport de Corse, et que cet office, qui existait depuis un certain temps, pardonnez-moi, je vais tourner les pages, finalement avait un bilan assez satisfaisant. Voilà, on critique souvent, mais bon, voilà, cet office, pendant des années, a permis la création d'une compagnie aérienne régionale. Cet office avait de bons rapports de bonne gestion de la part de la Cour des comptes, il faut quand même le dire. Et il y avait des délégations de services publics qui étaient toujours approuvées d'abord par la commission avant d'être mis en œuvre. Voilà ce que disent ces personnes. Puis, vers 2010, le climat a véritablement changé. Le directeur aussi a changé. La majorité au pouvoir aussi a changé. Il y a eu un recrutement massif de contrats à durée déterminée. Ceux qui sont dans la fonction publique vont bien comprendre le loup. Et puis, on va faire appel à des cabinets d'études extérieures, qu'on va d'ailleurs en général payer grassement. Du coup, les titulaires au sein de cet organisme public vont commencer un petit peu à subir du harcèlement moral, puisqu'elles ne vont pas bien comprendre pourquoi elles n'ont plus de job par rapport à ces cabinets d'études extérieures. Elles disent, plus nous alertions sur ces dysfonctionnements, plus les choses ont commencé à se dégrader pour moi et mes 3 collègues. Tout ceci pourrait être juste un acharnement vers des personnes. Non, ça conduit aussi à de la très mauvaise gestion, puisque dès 2013, la Cour des comptes estime que le budget est en déséquilibre et insincère. À telle enseigne, qu'on parle de quinzaine de millions, qui sont insincères et déséquilibrés, que cet office de transport va être placé sous tutelle du préfet. C'est quand même assez rare pour être souligné. Alors tout ceci a des conséquences sur les citoyens, parce que là on pourrait croire que c'est l'administration quelque part. Bien, en plus c'était une majorité, on va dire, de centre-gauche, bien les tarifs sociaux sont supprimés. Il faut faire des économies. Donc on va avoir un vrai problème du point de vue de la gestion qui va continuer 2014, 2015, 2016, toujours des budgets insincères. Dans le cadre de leurs fonctions qui leur restent, la Commission européenne demande des comptes et ces personnes, ces lanceuses d'alerte, évoquent 6,6 millions qui ont été versés sans fondement à une compagnie maritime. On parle de 6,6 millions d'euros. Évidemment, on va leur en vouloir énormément d'avoir fait ce signalement, d'avoir alerté. Comme elles estiment que leur responsabilité peut être engagée, elles vont déposer plainte. Ça va être, bien sûr, pire que tout du point de vue du harcèlement. Notez quand même, car c'est au cœur des 2 interventions que nous aurons après, qu'après leur plainte, il aura fallu 1 an pour que l'enquête préliminaire commence. Ça ne donne pas envie de porter plainte pour être soutenu, ou d'ailleurs désavoué par la justice, mais enfin qu'on en finisse avec le trouble. Elles avaient mis, dit-elle, le nez dans une poudrière. Elles craignaient pour leur sécurité. Des propos ont été tenus à leur égard, comme quoi on les démolirait de la part de leurs responsables hiérarchiques. Elles sont placées en accident de travail. 2015 a lieu, en Corse, un changement de majorité qui fait naître, dit-elle, un espoir. Pourtant, elles resteront 2 années et demie sans aucun travail. Pendant ce temps, les frais de cabinet explosent. En 2018, d'autres salariés, en particulier les nouveaux embauchés, vous savez, des CDD, vont lancer une campagne délétère, des écrits. On parle de pseudo-lanceurs d'alerte autoproclamés. Vous savez ce qu'on reproche aux lanceurs d'alerte. Alors,
dans cette traversée plus que du désert, hein, violente, elles tiennent quand même à souligner, il faut le dire, hein, j'ai mis un point d'exclamation pour ne pas l'oublier, qu'elles ont quand même eu des soutiens. Donc je le dis, des personnes au sein du syndicat des travailleurs corses, STC, et de l'association Anticorps. Toujours est-il que la conséquence de toute cette gestion, qui n'est plus de la mauvaise gestion, qui est la gestion faite exprès, l'Office des transports est transformé en fait en une coquille vide. Hein. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes continuera à dire qu'en 2018, l'essentiel des missions n'est plus assuré en interne, la Cour régionale des comptes. Alors après le placard symbolique des missions, le placard physique, puisque leur bureau, leur vrai bureau, devient un cagibi. Donc là, voilà. Donc l'humiliation est à son comble. 2020, elles sont déclarées inaptes au travail pour des motifs de santé de la part de la médecine. Hein. Donc, c'est-à-dire que leur santé devient vraiment en danger au point que le médecin dit vous ne pouvez plus travailler. Elles obtiennent le statut de lanceur d'alerte, lanceuse d'alerte, par les prud'hommes, puis finissent par être licenciées. Et on en arrive à penser que c'est pas plus mal. Et aujourd'hui, il y a encore une procédure qui est pendante. Donc moi, je me contente à dire ce qui a été écrit dans ce livre, qui jusqu'ici n'a pas fait l'objet d'une plainte en diffamation. Et enfin, je conclurai. Vraiment, je suis désolé, j'ai voulu transmettre ce témoignage pour ces personnes. Ça nous paraissait important. Il y a encore des conséquences très concrètes pour les citoyens. Hein. Ce n'est pas juste, vous savez, cette corruption qu'on a du mal à voir ou des chiffres qui peuvent d'ailleurs paraître énormes et on ne se rend pas bien compte. Donc, pour les usagers et les résidents qui sont pris en otage en Corse, les tarifs sont exorbitants. Les Corses de conditions modestes ne peuvent plus sortir de l'île, alors que cet office a été précisément créé pour qu'on puisse favoriser les échanges, le travail, etc., etc. Voilà donc un exemple de lanceuse d'alerte en Corse. Et vous voyez que leur sort, du point de vue social, voire personnel, n'est pas tellement à envier, mais on va quand même les remercier grandement pour ce qu'elles ont fait pour défendre l'intérêt général et nous tous en tant que citoyens. Je vais tout de suite passer la parole à David Brugioni, qui, s'il le veut bien, va prendre un micro. Enfin, il est obligé, parce que ici, c'est strict, le micro. Et donc, David Brugioni, on se connaît depuis déjà un certain nombre d'années. À la fois, c'est vrai, par le canal Anticorps, mais pas seulement, par le canal Crimalt. On a suivi tout ce que vous avez fait à la mairie de Centuri depuis 2014. On essaie de vous soutenir comme on peut, mais de Paris, c'est pas toujours très simple, hein, je l'avoue. Et donc, vous allez nous raconter, vous êtes un simple citoyen, ça c'est pareil, un simple citoyen, c'est un peu bizarre comme expression. Vous arrivez dans la plus haute responsabilité d'une petite commune en Corse. Qu'est-ce que vous découvrez, Monsieur Brugioni? Donc, bonjour à tous. Donc, quand je suis élu en mars 2014, maire de la commune de Centuri, je trouve une mairie sans documents administratifs, et même au niveau de la secrétaire qui était en place, on lui pose la question, bon, les documents, elle nous précise qu'il n'y a rien dans la mairie, aucun document, et qu'on ne peut pas avoir de suivi. Donc je prends attache auprès du préfet, puisque j'ai quand même été accompagné, même en étant un simple citoyen. Quand vous êtes élu, vous arrivez aux responsabilités, vous avez quand même des personnes qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider. Donc j'interviens auprès du préfet pour lui exposer la situation, et le préfet ne comprend pas, il ne comprend pas ce qui se passe. De là, bon, je vais être bref, parce que je ne vais pas expliquer après la guerre. Je dis le mot guerre, c'est une guerre qui a été déclenchée à mon encontre et à mes adjoints et à mes conseillers municipaux, puisqu'on a subi des attaques diverses et variées, on y reviendra. Donc on prend attache avec le préfet, on lui demande un rendez-vous, puisque quand vous êtes un élu de la République, vous avez votre entrée à la préfecture, c'est votre maison. Donc le préfet nous reçoit, je fais venir la secrétaire de mairie, et on lui expose la situation. On a un registre de délibération qui est vierge depuis 2008. Nous sommes en 2014. Donc pas de continuité. Quelque part, si on veut avoir la continuité du service public, à minima, c'est de pouvoir voir ce qui a été fait, les comptes de la commune et tout ce qui s'ensuit. Donc aucun document. Je ne suis pas trop précis sur les dates, il ne faut pas m'en vouloir, parce que bon, 2014 c'est assez loin, et puis avec tous les événements qu'on a subis et qu'on subit encore aujourd'hui, je sais que je reprends rendez-vous avec le préfet
Et de là, le préfet, donc, enfin, il y a le préfet de la Haute-Corse, mais après, il y a un sous-préfet, le secrétaire général, qui est le préfet de l'arrondissement Bastia-Cap-Corse. Et le secrétaire général, à l'époque, me dit, il faut faire un article 40. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, on prend l'avocat. Il vous faut un avocat. Donc, on cherche un avocat pour représenter la commune. Et on déclenche un article 40 auprès du procureur. Donc, il y a un signalement qui est fait et on lui expose la situation. De là ont commencé les problèmes. Alors je peux évoquer un sujet qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, je vois arriver une tierce personne qui n'est pas du conseil municipal. Alors je vais préciser que c'est une commune où il y a 11 élus, 11 conseillers municipaux. Et j'ai été élu maire avec 6 conseillers municipaux, donc une majorité juste, et 5 d'opposition. Donc les 6 présents, les 5 d'opposition, et je me vois arriver une tierce personne que je connais, hein, mais qui n'est pas du conseil municipal, qui n'est pas un fonctionnaire de la commune, arriver avec un certain nombre de documents et qui me dépose ça sur le bureau et qui me dit, voilà, ça c'est la continuité, il faut signer les marchés publics ici, ça c'est les délibérations. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ces documents-là? Donc j'ai dit, moi, j'informe tout de suite le préfet, je lui dis ce qui se passe, il me dit, vous ne signez rien du tout. Dans la continuité du marché, le plus gros marché qui était en cours, entre les 2 mandatures, c'est l'école. Il y avait une réalisation d'une école primaire. Donc, on se déplace en préfecture, on remet tous les documents, et là, s'enclenche donc une série avec la police, la gendarmerie, une enquête judiciaire, des auditions, des perquisitions, pour aboutir après au final, donc sur tout ce qu'on a dénoncé, puisque on dénonce sur un article 40 une absence de documents. Mais il y a une enquête de gendarmerie qui dure 2 ans. Donc de 2014, au moment où on dénonce les faits, jusqu'en 2016. Et en 2016, l'ancien maire est renvoyé devant un tribunal pour, écoutez bien, 3 marchés publics. Le procureur de l'époque, 3 marchés publics frauduleux. Là, avec l'avocat, on commence à se poser des questions. On se dit là, il y a un souci, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on avait découvert avec l'enquête préliminaire de la gendarmerie. Ensuite est venue se greffer la section de recherche et la brigade financière. Et à un moment donné, la brigade financière, elle avait relevé plus de 200 fausses factures. On va y revenir après dans le temps, parce que c'est important aussi. 2017, condamnation de l'ancien maire sur des marchés publics frauduleux. Donc l'ancien maire et 4 entrepreneurs. Condamnation de mémoire, 15 000 € d'amende, 2 ans d'inéligibilité, enfin pas grand-chose. Avec l'avocat, je remercie encore cet avocat à l'époque parce qu'il a dit, mais attendez, l'objectif c'était de protéger l'argent public, donc les intérêts de la commune, parce que c'était pas un enjeu politique, hein. On m'a reproché d'avoir fait un combat politique et d'avoir voulu faire un peu de querelle de clocher, comme on dit dans le jargon. J'ai dit non, l'avocat a dit, mais attendez, on avait chiffré, on avait estimé, nous, dans ce qu'on avait vu, à peu près 600 000 € d'argent public détourné. Donc l'avocat, il nous conseille de déposer une plainte donc en 2017, tout de suite après les condamnations, ça s'est fait pratiquement une semaine après, avec constitution de partie civile, justement pour essayer de récupérer cet argent public qui a été détourné. Et de là encore à nouveau une nouvelle procédure. Sauf que en avril-mai 2017, cette plainte est déposée. Il arrive un événement dans la nuit du 10 au 11 septembre 2017. Je reçois sur ma maison un tir de chevrotine. Ces tirs de chevrotine, ils ont visé ma chambre et juste au-dessus la jambe d'une de mes filles. Et ma fille, elle est présente dans la salle, hein, donc ça me permet aussi de réveiller encore, d'expliquer, de lui présenter un peu la chose, parce que le vécu, vous allez voir que c'est pas fini. Donc il y a un tir de chevrotine, j'ai en mémoire tout de suite le préfet, donc quand je l'ai eu au téléphone, oui mais monsieur le maire, on est à vos côtés, ne vous inquiétez pas. Le colonel de gendarmerie, monsieur le maire, vous inquiétez pas, le tir, c'est pas vous personnellement qui étiez visé. Je ne sais pas si vous entendez ces mots.
et le soutien quelque part qui commençait déjà au niveau du préfet, de l'administration, enfin des institutions, quoi. Je veux dire, même au niveau de la gendarmerie, le capitaine de gendarmerie de la section de recherche qui me dit vous n'étiez pas visé personnellement. J'ai dit ben, attendez, ça veut dire quoi? Ben, en fait, en Corse, en gros, je l'ai compris après, c'est en gros, il faut qu'on soit mort pour qu'on soit visé. Voilà, c'est ça qui est grave. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, on porte atteinte aux personnes. Quand on porte atteinte aux biens, vous n'êtes pas visé. Donc ça, j'ai jamais compris. Bon, et je ne comprends pas encore aujourd'hui. Donc 2017, les tirs sur la mairie, sur la maison. 2018, c'est les fameux tirs sur la mairie. Donc toute une série de vidéosurveillance parce qu'il y avait une pression extraordinaire sur la commune. On était en train de remettre de l'ordre. On collaborait avec la justice. Donc on donnait toutes les informations qu'on pouvait, aussi bien les anciens élus que les nouveaux et la secrétaire de mairie. Donc 2018, les 5 caméras de vidéosurveillance qui étaient installées sur la commune, toutes détruites, et ça a fait l'objet d'un reportage. Et à un moment donné, symboliquement, on voit un tireur cagoulé armé qui vient devant la façade de la mairie, sous les drapeaux donc, de la République, le drapeau européen et le drapeau de la région Corse. C'est quand même une image assez forte. Donc on se permet, malgré toutes les pressions, tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on a subi, de continuer à exercer une certaine pression et de montrer que la loi, c'est nous. C'est ce que je dis dans plusieurs reportages et dans plusieurs articles. Tout ça pour vous dire que donc la pression continue et on arrive à une intervention avec, sur la commune avec des journalistes d'investigation à l'époque qui sont je peux citer Jacques Folleroux, Jean-Michel Verne. Surtout qu'il écrit des livres. Voilà. Donc, et on avait trouvé un moyen d'expliquer à la population avec les pressions, tout ce qu'il y avait, faire venir des journalistes comme ça, d'expliquer notre démarche pour montrer qu'on était dans le vrai. Bon, ben là aussi, pareil, des pressions. On l'a bien vécu. Il y a même une plainte qui a été déposée, qui a été classée tout de suite sans suite. Et là, le problème aussi, c'est qu'au niveau des plaintes, il faut savoir que, je pense que si je ne me trompe pas dans tout ce que j'ai exprimé, tout ce que j'ai dit, nous sommes aujourd'hui en 2022. L'ancien maire est renvoyé devant un tribunal, donc en juin 2020, pour défaut en écriture publique. Suite à la plainte à constitution de partie civile qu'on avait déposée donc, en 2017. Toujours pas de procès aujourd'hui, on ne sait pas où en est la justice, mais justement la question, on se pose où est la justice. Concernant les préfets, dans cette mandature de 6 ans, j'ai rencontré 3 préfets. Toute la mandature, c'est 3 préfets, parce qu'en général, tous les 2 ans, ça change. Et chaque fois, vous avez un préfet, je vais un peu l'imager comme ça, c'est il vous tape sur l'épaule, vous inquiétez pas, monsieur le maire, nous sommes à vos côtés, on sait que vous êtes là pour appliquer le droit comme nous, on voudrait qu'il soit appliqué, on est à vos côtés, on vous soutient. Le soutien, je le cherche encore aujourd'hui, de la part de l'État, je le cherche au niveau même du fonctionnement de la justice, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a ma fille dans la salle, mais aujourd'hui, elle subit du harcèlement scolaire. Ce harcèlement scolaire, il vient d'une ado comme elle, qui est l'enfant de, entre guillemets, protagoniste, parce que pour le moment, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Je veux dire, il faut peser les mots aussi, mais bon, qui est l'enfant de celui qui m'a remis les fameux documents en 2014. Voilà. Donc, on a fait... elle subit ses pressions, c'est du harcèlement. Elle ne suit plus ses cours alors qu'elle a de très bons résultats scolaires. C'est sa première année au lycée. Elle a de très bons résultats scolaires. Elle est même... elle a obtenu son brevet avec mention au niveau du collège. Et donc, on est toujours là à subir et à subir. Je voudrais faire une petite parenthèse, vite fait, sur... dans ce que j'ai voulu, le combat que j'ai voulu mener au niveau de la commune. Donc je perds les élections. Moi j'estime avoir perdu les élections en 2020, non ? En 2020, en mars 2020. Pas mars 2020 parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Voilà, c'est parti sur juin. Mais je perds les élections. Mais j'avais fait un travail pour essayer, pensant que les préfets étaient à mes côtés pour me soutenir dans la démarche du droit, dans le respect du droit et uniquement dans le respect du droit.
j'ai dit au préfet, voilà, les élections se présentent, sauf qu'on a un problème. Dans tout ce qu'on a découvert au niveau de la commune, dans tout le fonctionnement qu'on a découvert, tout ce qui se passe en Corse, tout ce qui gravite autour de la Corse, parce que entre-temps, donc, les collectifs anti-mafia se sont créés. Je peux vous dire qu'en étant partie civile dans le dossier de la commune de Centauri, on a accès sur l'enquête judiciaire et on voit qu'il y a des ramifications un peu partout qui ne concernent plus la mairie. Et moi, naïvement, j'ai même dit à l'avocat, j'ai dit, mais attendez maître, ça ne concerne pas la commune, mais en fait, c'est la brigade financière qui fait des recherches parce que le protagoniste, ben, c'est comme on dit, la pieuvre, elle est partout. Et donc je vois un certain nombre de choses. Donc j'ai dit avec le préfet, monsieur le préfet, il faut faire le ménage dans les listes électorales. Parce que les listes électorales, il y a un certain nombre de fraudes aussi qui est bien organisé. Et il me dit, cette parole, il me dit, monsieur le maire, oui, il n'y a pas de souci, mais là, il sait qu'on met le doigt dedans. Un gros problème en Corse, c'est que, attention, il ne faut pas salir la République. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas là pour salir la République, je suis là pour faire appliquer le droit. C'est ce que j'ai dit, j'ai oublié le passage parce que j'ai quand même fait une intervention sur à la commune de Cozzano quand monsieur le président de la République s'est déplacé à Cozzano et j'ai été reçu à l'Élysée. C'est ce que j'ai dit devant monsieur Stroda parce que j'ai été reçu à l'Élysée à monsieur Stroda. Qui est un préfet. Qui était l'ancien préfet de Corse. Qui est maintenant conseiller qui est directeur de cabinet du président de la République. Qui était le directeur de cabinet du président de la République. Et donc, je lui ai dit en direct, j'ai dit, mais est-ce que nous sommes là pour appliquer le droit? Parce qu'en fait, le problème, ce qui fâche en Corse, c'est le droit. Parce que M. Stroda j'avais été informé qu'il savait que la problématique de l'urbanisme, la commune de Centauri, dans les faux, vous avez compris qu'il y a le plan local d'urbanisme. Hein. Donc, une des délibérations, c'est le plan local d'urbanisme et toutes les pressions qui arrivent derrière. Tous les enjeux, tous les permis de construire. Et donc M. Stroda me dit oui, oui, vous devez appliquer le droit, justement, vous êtes dans le droit chemin. Donc le préfet, pour en revenir sur les élections, me dit il ne faut pas salir la République. J'ai dit écoutez, monsieur le préfet, moi sur les listes électorales, j'ai 27 noms, facile, c'est très facile, et ces 27 noms perdent aux élections. Perdent leur droit n'ont pas le droit n'ont plus le droit d'être sur les listes électorales. Je vous dis tout ça pour vous préciser juste qu'à un moment donné, au niveau de la procédure administrative, donc tribunal administratif, il y a un recours qui est fait par une des personnes qui a voulu donc, faire son recours, qui est un droit. Hein. Eh ben, elle a produit un faux document. Donc l'histoire de Centauri part sur des faux documents et nous sommes en 2020 et on produit à nouveau un faux document. Et avec l'expérience que j'ai eue au niveau de la mairie, j'explique au préfet, je dis, monsieur le préfet, regardez dans cette procédure, je rappelle que le préfet était à nos côtés, il était partie civile, enfin il avait fait le recours lui aussi contre cet électeur. Hein. Et donc le document qui émane de la DGFIP, donc Direction Générale des Finances Publiques. Et ce document, j'ai dit, c'est un faux. Sauf que en droit, aujourd'hui, il faut prouver que c'est un faux. Donc je fais mon recours, je perds au tribunal administratif, et l'avocat me dit, on prend un huissier, on mandate un huissier, entre parenthèses, il faut trouver un huissier qui puisse aller, donc ça s'appelle une sommation interpellative, un huissier qui puisse aller aux impôts et demander justement si cet acte, il a le droit d'exister ou pas. Ben, il s'avère que le document, ben, il n'a pas le droit d'exister. L'huissier, le constat d'huissier dit à l'inspectrice divisionnaire qui a fait ce document, non, cet administré n'a pas droit à avoir ce document. Oui, mais bon, il est bien sorti de l'administration. Je vais te remercier d'avoir fait cycliquement ton intervention, de partir d'un faux, de revenir sur un faux. Et je crois qu'en fil rouge, tu as bien dit que ce que tu attendais, naïvement peut-être, c'est tout simplement que les institutions en face fassent leur travail, jouent leur rôle. Quitte parfois à te donner tort. Hein. Tu vois, il peut y avoir un moment où on évalue mal les choses. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que cette table ronde s'appelle l'État contre l'alerte. Et particulièrement en Corse, pour le coup sur les phénomènes de crime organisé, les taux d'élucidation, comment travaille la justice, etc., on a un énorme problème du rôle de l'État. Même si parfois il y a des progrès, puisque l'ancien président de la collectivité corse a été condamné, un sénateur récemment, même sa maison a été confisquée, il y a de l'espoir. Hein.
Mais je vais donner la parole à Maître Mondoloni, avocat honoraire, membre du collectif Maxime Souzini. Et on va rechanger d'échelle. Hein. On était parti de l'Office des transports à l'échelle de la région. On revient sur ce qu'on appelle de la petite corruption, mais qui n'en est pas, mais à l'échelle d'une petite commune. Et on revient sur le secteur des déchets. J'ai peur. Je remercie Fabrice de me transmettre ce dossier brûlant. Le jeu de mots est nul, hein, parce qu'en réalité, dans l'économie des déchets, les incendies criminels sont multiples. Je vais le rappeler en introduction pour que vous compreniez bien le climat corse. Bon, vous savez, la Corse, 340 000 habitants, une petite économie, et une économie des déchets qui est très prospère au niveau des finances publiques, qui rapporte beaucoup d'argent et qui va en remporter de plus en plus. Mais c'est une économie qui attire la convoitise des mafieux, et qui se traduit par des actes criminels répétés. Alors c'est le seul document que je vais vous lire, mais après je vais improviser. Pour vous donner une petite idée du climat des déchets en Corse et donc du rôle que pourrait jouer l'État s'il jouait son rôle. On a suivi. Voilà. Incendie de camion de transport des déchets. Août 2015, deuxième incendie à Corté d'un camion de collecte des déchets. 15 décembre 2020, 3 camions bennes brûlent. Monticello, nuit du 24-25 février 2021, 4 camions de ramassage des déchets font l'objet d'un incendie criminel. L'entreprise Oroc, qui est la première entreprise qui transporte les déchets en Corse et qui les traite, c'est un empire, on peut dire en Corse c'est un empire, monsieur Oroc, qui a le plus grand pollueur privé. Eh bien ce jeune homme subit des pressions parce que en 2020, 5 camions qui transportent des déchets de son entreprise sont brûlés, les hangars à côté brûlent, incendie criminel. Décembre 2020, ça s'accélère, 2 poids lourds incendiés, pour une seule entreprise hein, qui a quasiment le monopole du transport des déchets en Corse. Les centres de tri, là ça devient juteux, les centres de tri. Franchisé Environnement, septembre 2017, incendie du centre de tri de cette entreprise. Après, il y a un environnement qui est à la sortie de Bastia. Quand vous débarquerez à Bastia, vous passerez devant, vous verrez. Il y a parfois encore des taches noires. 3 incendies criminels, 2017, mars 2021 et septembre 2022. C'est pas mal pour une seule entreprise. 3 incendies criminels. Porto Vecchio, c'est le dernier en date de cette année. Le centre de l'usine qui traite les déchets de bois va faire aussi, elle, l'objet d'un incendie criminel. Mais comme on est en Corse, vous savez, dans la bande de Pétillon, à un moment donné, quelqu'un demande où sont les toilettes. Et après 3 mois de confiance, on dit enfin où sont les toilettes. Là, pour l'incendie de la société qui traite les déchets en bois, aucun média en Corse n'a donné le nom de l'entreprise. On sait que l'entreprise a brûlé. Au départ, ils ont annoncé un feu de maquis. Maquis brûle. Et après, non, on a compris que c'était la société elle-même qui avait cramé. Mais on ne connaît toujours pas le nom de la société. Enfin, si vous me corrompez, je pourrais vous le donner. Et l'économie des déchets, en Corse, s'est traduite aussi à une époque par 2 assassinats. En 2009, Jean-Marc Nicolai, qui s'intéressait au centre de tri de Vico, et dont la société avait candidaté pour faire jouer le rôle de conseil dans la mise en place de ce centre de tri, est assassiné. Et 3 ans plus tard, M. Chapin, qui était par ailleurs président du parc naturel, qui au moment de va être assassiné, on va retrouver dans sa voiture une arme de poing, mais le problème c'est que M. Chapin s'était intéressé par une société qu'il contrôlait, aussi au centre de tri de Vico. Donc le centre de tri de Vico a provoqué au moins la mort de 2 élus. C'est pas mal quand même. Donc ceci pour dire qu'en Corse, l'État sait très bien que l'économie des déchets, c'est une économie mortifère, criminelle. Et la GIRS, dans son dernier rapport qui est paru dans Le Monde il y a 1 an, toujours grâce à Folleroux, donc la juridiction interrégionale spécialisée chargée de lutter contre le crime organisé. Et à qui on transfère depuis la Corse sur Marseille tous les dossiers trop sensibles et qui concernent vraiment la criminalité organisée. La GIRS dit bien dans son rapport que l'économie des déchets en Corse est une économie mafieuse et que plusieurs assassinats ont été commis à cause des rivalités, des prises de pouvoir ou des volontés de prise de pouvoir dans cette économie, mais que les assassinats à ce jour restent non élucidés.
J'ouvre une parenthèse, s'agissant de la criminalité organisée, on estime à moins de 5% l'élucidation des assassinats dans ce domaine, sachant que sur 20 ans, ça fait un peu plus de 400 assassinats quand même. Vous savez que la Corse, en matière d'assassinats relevant de la criminalité organisée, par rapport à sa population, et malgré une baisse récente, relativement récente, parce que bon, les équipes ont du mal parfois à se renouveler, la Corse est la région d'Europe la plus criminogène en la matière. On est devant Naples, Palerme, etc. On a quand même des résultats, incontestables. Donc, que fait l'État? Alors, on va rentrer dans le concret. Alors, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec les déchets, mais pour vous donner une idée du contrôle de la légalité en Corse, sur les 40 derniers PLU qui ont été annulés en Corse au cours des 20 dernières années, 39 ont été annulés à la demande de l'Association de défense de l'environnement ou les OANT ou ABCDE, un à la demande de l'État. Donc, dans le domaine de la spéculation immobilière et foncière, et je referme la parenthèse, c'est une faillite totale, objective, démontrée sur le terrain du contrôle de la légalité par l'État. J'en reviens aux déchets. Donc, la Corse doit aujourd'hui mettre en place un plan de prévention et de gestion des déchets. Pour le mettre en place, hiérarchie des normes, la collectivité de Corse doit appliquer les lois de la France et de l'Europe, et au niveau des communautés de communes, les communautés de communes doivent mettre en œuvre les orientations fixées par le plan de la collectivité de Corse. En pratique, que s'est-il passé? En Corse, il y a un syndicat qui s'appelle le CIVADEC et qui a eu la délégation, qui a obtenu les délégations de toutes les communautés de communes, et c'est lui qui gère et qui traite les déchets en Corse. Il a quasiment le monopole de la gestion et du traitement des déchets en Corse. Or, avant même que le plan déchets élaboré par la CDC ne soit voté, le CIVADEC a porté 2 marchés de traitement des déchets, donc passant par-dessus la collectivité de Corse. Et que s'est-il passé à ce moment-là au niveau de l'État? Qui va donner la réponse? Qui connaît quand même la réponse? Bon, zéro, rien du tout. L'État a laissé faire le CIVADEC, qui a donc mis à l'enquête publique ces marchés. Lesquels marchés? Alors je vous donne des chiffres, parce qu'on a beau être en Corse, 340 000 habitants, c'est pas grand-chose. Mais le marché, par exemple, de la filière CSR, combustible solide de récupération, c'est pour l'usine qui va les fabriquer par site, je dis bien par site, 45 millions d'euros, et l'usine qui va les brûler, 119 millions d'euros. Rien que pour cette filière, par site, c'est 154 millions d'euros. On estime qu'une fois les branchements réalisés, chaque site de la CAPA, communauté d'agglomération d'Ajaccio et du Grand Bastia, chaque site va coûter aux contribuables environ 200 millions d'euros. Notre collectif Massim Souzine, alors j'ouvre une parenthèse, pourquoi donner le nom à une personne? Massim Souzine a été assassiné à Cargèse parce qu'il s'opposait au trafic de cocaïne et parce qu'il était intervenu dans des dossiers sensibles de défense de l'environnement concernant d'ailleurs des gens assez proches du président de la République, il faut le dire, qui avaient construit sur des espaces remarquables inconstructibles. Alors je ne dis pas qu'il a été assassiné à cause de ça, il a surtout été assassiné parce qu'il s'opposait dans sa commune au trafic de drogue et aux raquettes, mais on a donc donné ce nom parce que pour nous c'était un nom plus que symbolique, en plus je l'avais personnellement défendu. Je referme la parenthèse, donc c'est un collectif, nous, qui est né dans le sang, si vous voulez, concrètement. On n'est pas dans la théorie pure, on est dans la praxis. Et donc on aurait pu penser que le préfet de Corse, sachant l'état criminogène de l'économie des déchets en Corse, voyant le CIVADEC imposer une privatisation totale de l'économie des déchets en Corse, allait intervenir. Il avait d'autant plus de raisons d'intervenir que, très concrètement, la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport, avait dénoncé ce qu'elle appelle l'opacité et le fait que le marché des déchets en Corse faisait l'objet d'un monopole de la part de certaines sociétés et qu'il n'y avait pas donc de véritable concurrence, ce qui explique en Corse que les déchets en Corse coûtent 65% plus cher que la moyenne nationale à zone touristique comparable. Ça ne vous surprend pas? Bon, on referme la parenthèse. Donc, on aurait pu croire que le préfet allait intervenir, constatant cette privatisation qui contredit aussi le rapport de l'autorité de la concurrence qui a dit carrément qu'il y avait en Corse une opacité totale dans le contrôle et la gestion des déchets et des situations de monopole à grand risque.
en fait, c'était à grand risque mafieux. Tout le monde l'avait compris. Donc on pouvait penser que l'État allait se battre bec et ongle pour que la CDC porte des marchés publics de gestion publique du traitement des déchets. Or, il s'est avéré qu'au départ, lorsqu'on regarde les délibérations de la collectivité de Corse, tenues donc par des nationalistes, il se trouve que le 26 février 2021, la collectivité de Corse vote, et là on a applaudi, hein, parce qu'à l'article 11, la gestion publique des infrastructures de traitement des déchets. Là, on a presque les larmes aux yeux, on dit c'est magnifique. Enfin, l'économie des déchets va devenir publique. Il va y avoir une gestion publique qui va couper les pompes à fric de la mafia en Corse. C'est ça qui nous intéresse. Et là encore, on voit le Civadec qui maintient ces deux marchés. Et nous faisons donc une conférence de presse le 11 décembre 2021 pour dénoncer le fait que le Civadec porte des marchés publics qui vont amener à une privatisation totale de l'économie des déchets en Corse en ce qui concerne et le transport et le traitement des déchets, malgré le vote de la collectivité de Corse. Vous me suivez? Donc la collectivité de Corse vote pour une gestion publique et le Civadec impose une privatisation totale du centre de traitement des déchets. Et pendant ce temps-là, le silence radio absolu du préfet. Donc nous faisons une conférence de presse pour dénoncer ce fait, qui nous vaut réaction du bureau syndical du Civadec aux propos diffamatoires du collectif Massime Sousigne. On avait osé dire que la privatisation totale de l'économie des déchets décidée par le Civadec était vraiment ouvrir grandes les vannes pour la mafia. Alors ils nous ont menacés d'une procédure en diffamation sur leur site officiel, hein. Vous le trouverez encore sur le site du Civadec. Et nous, du coup, on leur a dit chiche, une procédure en diffamation, on va enfin pouvoir discuter publiquement de ce problème et interpeller l'État. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'interpeller l'État aussi. Manque de chance pour nous, ils ont oublié le délai de 3 mois pour nous poursuivre et apparemment, ils ne nous poursuivent toujours pas parce que, bien sûr, ils ont compris que, vu les questions qu'on leur avait posées, 8 au total, on avait très bien compris ce qui se tramait. Mais le plus grave, c'est qu'au bout du compte, comme pour dénoncer les PLU, pour dénoncer les magouilles dans l'économie des déchets, il n'y a qu'un collectif de citoyens. L'État est totalement absent. L'État, au contraire, soutient à fond les projets de privatisation. Et c'est là que vous vous arrachez un peu les cheveux, parce que d'un côté, il y a des magistrats de la GIRS, je ne suis pas trop long, de la GIRS qui disent c'est une économie mafieuse, il y a des assassinats liés à cette économie. C'est pour ça que je vous ai cité les incendies de camions, de centres de tri, etc. C'est ça la Corse. En vrai, c'est ça la Corse. Et d'un autre côté, donc il y a des magistrats qui se mouillent et qui dénoncent. Et des journalistes qui se mouillent aussi en Corse. Et des citoyens donc à travers les collectifs anti-mafia qui se mouillent. Et vous avez un État mais qui est totalement absent. Et le problème est là. Ben, merci beaucoup. De rien. C'est très bien de laisser beaucoup de temps pour le public. Merci à David et à Jérôme. On va poser une série de questions, mais je voudrais saluer la présence dans la salle de Dominique Yvon, parce qu'il fait avec David Brugioni une plateforme citoyenne. Il y a un compte Facebook, il y a un compte Twitter, donc on pourra en reparler, surtout s'il intervient. Je voulais saluer la présence de Raymond Avrillier, à qui on doit beaucoup pour lutter contre la corruption dans les collectivités territoriales. Et j'ai même des étudiants à moi qui suivent un cours sur la corruption. Alors ils ont bien du mal à comprendre parce que c'est difficile la corruption. Alors voilà, vous avez à la fois ici un élu qui lutte contre du faux en écriture publique, contre de la fraude, contre le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire là on n'a pas le droit de construire, donc si on n'a pas le droit de construire, les terrains sont moins chers. Dès que on a le droit de construire, les terrains sont multipliés par 100, et ça c'est une activité énorme du crime organisé, on ne va pas parler de mafia. Que le trafic de coke, hein, c'est clair. Voilà, mais il faut avoir des complicités dans la sphère publique pour arriver à ces petites choses-là. Et vous avez les mêmes problèmes à 2 échelles, ici, donc l'office de transport ou les déchets, et vous avez vu qu'en Corse, la grosse différence, parfois, sur d'autres territoires, comparé à d'autres territoires, parfois, pas toujours, mais c'est la prégnance de la violence. Hein, parce que vous êtes né à partir d'un collectif dont vous donnez le nom à une victime,
Et David nous a parlé qu'il avait subi des intimidations qui rejaillissaient sur toute sa famille. Donc je vais passer la parole à la salle, et je crois qu'il y a quelqu'un qui nous aide à passer le micro, donc il y a monsieur. Voilà. Oui, alors, bon, la violence corporelle mise à part, sur le rôle, sur la politique de l'État contre la privatisation, enfin, par rapport à la privatisation, etc., on en a même partout. Je veux dire, sur les privatisations irrégulières de services territoriaux, publics, en Ile-de-France, le préfet d'Île-de-France, c'est pareil, vous en donnez accent dans le meilleur des cas. Sur la corruption, sur les déchets, le corps particulier des déchets, bon, et sur la surfacturation énorme, je crois qu'à Marseille, il y a eu une affaire qui a fait couler pas mal d'encre aussi. Oui, on les écrase. Ouais, ouais. Après, j'ai juste une question. Voilà, j'ai une question sur un point de détail sur l'affaire, ce que vous disiez, monsieur l'ex-maire. Je ne sais pas si vous avez le droit d'être maire honoraire. Vos successeurs ne vous ont pas désigné maire honoraire, mais de toute façon, je crois qu'il faut plusieurs mandats. Non, mais si vous voulez, je peux vous répondre. Mon successeur, normalement, il est censé y en avoir qu'un. Sauf que justement, il y en a 3. Ouais. Non, ma question, c'est... attendez, que je ne dis pas de bêtises. Oui, un point de détail. Quand vous êtes arrivé donc, en 2014 et qu'il n'y avait rien dans la mairie, au niveau du registre des délibérations, il me semble quand même que toutes ces délibérations, il y en a une copie qui va à la préfecture, et que la préfecture doit avoir ce qu'il faut. Alors apparemment, voilà, ma question est oui ou non. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Mais justement, il faut poser la question à la préfecture. Bah, oui, mais vous l'avez posée, pas ? Moi, je l'ai posée. Mais on n'est pas. Aujourd'hui, on est en 2022. Ce sont des faux en écriture. L'ancien maire a été renvoyé pour des faux en écriture publique. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été renvoyé au contrôle de la légalité ? Et entre parenthèses, le contrôle de la légalité, est-ce qu'il existe à la préfecture de Bastia ? Je vous pose la question. Moi, je me pose des questions. On voit bien une carence là de l'État même. Hein. Ouais. Oui, Raymond. Raymond Adrier. Ça marche. Au risque que vous le preniez mal, mais en fait, c'est vraiment un soutien très très fort à l'ensemble des luttes qui sont menées en Corse. La situation de Corse n'est qu'un archétype, un sommet des dysfonctionnements que vous avez soulevés et qu'on connaît, comme vient de le dire d'ailleurs notre collègue, partout ailleurs. Alors ils sont amplifiés par une déliquescence de l'ensemble des autorités de contrôle, excepté partiellement la Chambre régionale des comptes, mais ils ne sont que le reflet de commandes génériques, en particulier faites par les gouvernements successifs au préfet de ne pas faire de contrôle de légalité ou de limiter le contrôle de légalité aux éléments vraiment anecdotiques. Vous auriez pris une délibération concernant les indemnités qui dépassent de 10 € le montant plafond. Là, on aurait eu un déféré du préfet au juge administratif. Donc la question qui vous est posée, c'est est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes le fer de lance du retour de la légalité publique dans un État et une Corse qui ne sont que des représentants d'une situation qui a dégénéré plus généralement? Tu as un micro. Ça m'aurait arrangé de pouvoir te couper le micro, mais je peux pas. Il y a un sentiment de haine à mon égard qui est inquiétant. Hein. Bon. Pourtant, ils viennent de temps en temps en Corse. Bon. Non, plus sérieusement, alors que la Corse soit, malgré son économie quasiment microscopique, le fait que ce soit un tout petit territoire, 340 000 habitants, est-ce que la Corse est le laboratoire de la faillite et du contrôle de légalité de l'État? Oui, dans une certaine mesure, mais il y a quand même une différence en Corse.
c'est quand même qu'en Corse, on tue. On assassine très régulièrement, même des hauts fonctionnaires, même des présidents de chambres de commerce, même des hommes politiques. Je ne parle pas du cas du préfet, qui est un cas radicalement à part. Donc, Préfet Erignac. C'est un cas vraiment à part. Mais là, on ne peut pas dire qu'il y a une emprise mafieuse dans le cas de là. Mais l'emprise mafieuse en Corse est une réalité dans la mesure où, dans une île où un consortium contrôle environ 200 entreprises, qui sont les entreprises qui contrôlent elles-mêmes l'essentiel de l'économie de la Corse et l'essentiel de l'argent public à travers les délégations de services publics, on a en Corse, si vous voulez, pour moi, enfin pour nous, collectif, un laboratoire de société mafieuse parfait. Laboratoire parfait, pourquoi ? Parce que quand 200 entreprises contrôlent l'économie sous le regard indifférent de l'État, et que parmi ces 200 entreprises, 15 détiennent 95,5% des actions des 200 entreprises, il suffit donc à ce moment-là que parmi les trois groupes, j'allais dire les trois sociétés, mais oui, c'est un peu des sociétés qui contrôlent la mafia en Corse et qui se répartissent le territoire corse, il suffit qu'une ou deux de ces trois groupes, une ou deux de ces trois entités contrôlent le consortium et on aura une société mafieuse parfaite. Sous le contrôle, et en Corse, on est en train de marcher vers cette situation-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les 15 familles qui contrôlent l'économie corse sont elles-mêmes proches des trois groupes mafieux. Et que parmi ces trois groupes mafieux, il y en a un qui vient d'être un peu touché parce que certains membres sont en prison, mais les deux autres sont toujours et sont de plus en plus puissants. Donc la Corse, c'est vrai que ça renvoie un peu à la situation française, mais en même temps, hélas, c'est un cas à part, parce qu'il n'y a aucune région en France. J'ai exercé mon métier d'avocat pendant 30 ans à Nice, malgré une empreinte criminelle et de pourriture assez importante. On n'a aucune région, même en Provence-Côte d'Azur, où il y a une telle concentration de criminalité mafieuse sur un espace économique aussi réduit. Quand on parle de la Corse, il ne faut jamais oublier ce fait. C'est un espace économique réduit, un territoire réduit, et donc pour prendre le contrôle et du territoire et de l'économie, grâce à la complicité des juges, grâce à la complicité de certains juges, on n'est plus là dans l'hypothèse d'école, on est un cas à part. Si vous me permettez une citation, mon cher confrère, qui est parue dans Juge en Corse. Pourquoi est-ce que les enquêtes n'aboutissent pas? Et c'est un juge qui parle, hein, ce n'est pas un complotiste du groupe Massimo Susini. Le constat du juge Cotel, le juge Cotel qui a eu pour seule sanction d'être muté en Bretagne. Il explique pourquoi les dossiers, même les dossiers les plus ficelés avec les plus belles preuves n'arrivent pas en Corse à être jusqu'au bout de la chaîne. Et en général s'effondrent en cours de route grâce notamment à des nullités qu'un étudiant de première année de droit ne commettrait pas. Eh bien, il dit, puisque chaque niveau, c'est pourquoi? Mais parce que chaque niveau de la chaîne judiciaire est sous influence du personnel du tribunal à la formation de jugement, des services d'enquête jusqu'aux jurés et magistrats eux-mêmes. Excusez-moi, ce magistrat français, qui n'est pas sous l'influence de groupe quelconque en Corse, a simplement été muté. Personne au niveau du garde des Sceaux n'a diligenté d'enquête, alors qu'on a vu dernièrement que M. Dupond-Moretti a déclenché des enquêtes disciplinaires, des procédures disciplinaires, pour 1 milliard de fois moins que ça. Ça veut dire que le juge Cotel, lorsqu'il a quitté la Corse, il est parti avec ses dossiers et que personne n'a osé le contredire. Mais ça veut dire quoi quand même? C'est que la justice en Corse, elle est pourrie. Elle est pourrie. Alors, et donc il y a des gens qui meurent pour rien. Parce que Massimo Susini, je peux vous dire que 5 minutes après, ils avaient tous les renseignements, la liste exacte de l'équipe qu'il avait assassinée. Il y a une seule route par où les assassins qui ont été... La gendarmerie a été informée 5 minutes après l'assassinat. 5 minutes, ce qui est un cas extraordinaire en Corse. Et il n'y a pas eu un seul barrage sur la route. Donc la Corse, c'est quand même... C'est à la fois... ça renvoie à la situation française et en même temps, c'est quand même beaucoup plus de sang, beaucoup plus de sang, beaucoup plus de sang. Oui, alors... beaucoup moins d'État, beaucoup moins d'État.
Voilà, je pense qu'encore une fois, on est au cœur du débat, l'État contre l'alerte, c'est qu'il y a vraiment une attitude de l'État qui est encore pire, pour plein de raisons, acheter la paix sociale, le problème avec le nationalisme, allez. Mais quand même un État qui veut quand même garder un certain contrôle, du point de vue géopolitique, la Corse c'est vital, géostratégiquement, mais pour ça, on est prêt à laisser faire certaines choses. Le juge Cottel, pour que les gens comprennent bien, c'est un juge qui a fait des enquêtes extrêmement intéressantes, notamment en matière de crime organisé. Et il a dénoncé énormément de dysfonctionnements, et donc il a été muté. Alors tu dis en Bretagne, mais moi je crois qu'il est à Pau, là, en ce moment, mais il est peut-être passé par la Bretagne, Pau. Voilà. Voilà, je voulais pas qu'il y ait de quiproquo avec ce juge Cottel. Tu cites encore un livre, qui était aussi de Jean-Michel Verne, sur Juge en Corse, qui est très intéressant. Sur l'attitude de la justice, bien sûr que il suffit de suivre l'actualité de la corruption, c'est vraiment s'y intéresser au quotidien et voir qu'il y a plein de signalements de corruption en France et partout, de regarder le site de l'association Anticor, le classement de la corruption de Transparency International, et de voir la ville de Levallois-Perret et autres villes qui sont des cas paradigmatiques. J'adore faire genre, je suis professeur d'université. Bref, un cas d'école, et que c'est Balkany avec un Y et non pas Balkany avec un I. Et donc il n'est pas corse. Donc bien sûr qu'on peut trouver d'autres choses. Alors, tu as cité la violence, mais quand même, ce déni de justice, il est incroyable. Citons un autre livre, tu as tout à fait raison d'avoir cité Jacques Folloroux, qui nous a sorti 4 livres sur la Corse très intéressants. Le dernier, tu pourras en parler. Moi, je vais vous parler de l'avant-dernier. Un moment, moi qui m'intéresse beaucoup, Crimalt s'intéresse beaucoup aux questions de crime organisé, il dit, dans une commune du nord de la Corse, le maire a été intimidé par une bande criminelle très connue, avec des multiples condamnations définitives, il n'y a pas de... là, machin. Et alors que le PLU, le plan local d'urbanisme, avait été voté de telle manière que tel terrain ne soit pas constructible, c'était voté, le clan fait pression sur le maire, qui change le PLU, qui change la délibération a posteriori. Je vous dis sincèrement que ça, dans un livre public, en Italie, ça déclenche une enquête de la magistrature. Obligatoire. Ça s'ouvre, le journaliste a menti, ça se trouve, le maire a dit n'importe quoi, mais on vérifie, il y a une enquête qui est diligentée. Donc déjà, il y a quand même vraiment un problème de justice, enfin, d'application du droit en Corse. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Quand des propos sont tenus dans un livre, ça déclenche une enquête judiciaire. Justement, quand j'ai cité mon faux document tout à l'heure avec mon constat d'huissier, avec l'aide quand même de M. Mondologne, donc pour savoir quelle était la procédure à enclencher sur ce faux document, il me dit c'est très facile. En droit, c'est très facile. Ça s'appelle une escroquerie à jugement. Je dépose plainte auprès du procureur pour une escroquerie à jugement. Parce que ce faux document a eu pour effet de jouer sur une décision du tribunal administratif et sur une décision du Conseil d'État. J'ai perdu au TA, j'ai perdu au Conseil d'État sur la foi de ce document. Je dépose plainte après. Escroquerie à jugement. Le procureur classe sans suite au bout de 4 mois. Je dis, sans m'en informer, on est en juillet 2021, je l'apprends fortuitement en mars 2022, et je fais une démarche auprès du tribunal pour avoir accès à toute cette procédure. Et quand je lis la procédure, on en a discuté en aparté avec M. Mondologne et avec Fabrice, ben je me rends compte que l'enquête préliminaire, ben elle dit ce document, il est faux, il n'a pas lieu d'exister. Donc en fait, le procureur, il a tous les éléments pour poursuivre. Et même moi, en tant que citoyen engagé qui continue la démarche, ben, il classe sans suite. Le classement sans suite. Et l'indépendance des procureurs en France. Mais sinon, là, si c'est moi qui parle, on en laisse que demain matin. Question sur ce sujet? Oui, je voudrais poser une question désarmante de naïveté. Je suis français, je vis en France. Et je m'aperçois que depuis à peu près 30 ans, il y a eu énormément de personnes publiques qui ont été accusées à défaut d'être condamnées. Il y en a qui ont été condamnés. Ça concerne des hommes d'État, ça concerne des anciens présidents, ça concerne des ministres. Et j'ai pas l'impression que ça se passe de la même manière dans tous les autres pays qui nous entourent. Alors je peux me tromper, il y a peut-être
d'autres cas de corruption, mais j'ai l'impression qu'on a une spécificité française d'avoir des gens que le pouvoir corrompt. Alors, je ne dis pas qu'ils sont corrompus au départ, mais que le pouvoir corrompt, parce que je n'ai pas entendu ailleurs, peut-être à tort, je n'ai pas entendu ailleurs qu'il y ait autant de personnes publiques qui aient été inquiétées, ou en tout cas soupçonnées de corruption. Est-ce que c'est une spécificité française, et si oui, est-ce qu'il y a des explications à ça? Alors, on n'est pas forcément spécialiste de la corruption mondiale. Je vous répondrai qu'il existe un classement qui vaut ce qu'il vaut de Transparency International, mais bref, c'est que la corruption publique, c'est pas la corruption privée. Enfin, il y a plein de problèmes. Mais ce qu'on note d'année en année, c'est que la France n'est pas bien classée, notamment si on compare avec les pays d'Europe, etc. Donc, quand vous dites que la France a des faits de corruption dont on entend parler, avec condamnation ou pas, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, et c'est vrai que l'on regarde par exemple les pays du Nord, et précisément Scandinave, Suède, Danemark, comme des modèles, et très clairement, il y a des premiers ministres qui ont démissionné pour avoir utilisé la carte bleue et acheté une barre chocolatée, la carte bleue de l'Assemblée nationale, en fait de leur compte d'Assemblée nationale. Hein, alors qu'elle a juste remboursé après, etc. Bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans un autre univers. Après, moi, je vous parlerai d'un pays que je connais, l'Italie. Si vous comparez à l'Italie, on a les représentations inverses. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a beaucoup... Enfin, on pense, dans nos représentations, qu'il y a beaucoup plus de corruption en Italie. On entend parler d'énormément de faits de corruption. Mais là encore, ce que les gens ne savent pas, c'est que les systèmes judiciaires ne sont pas les mêmes. En Italie, les procureurs sont indépendants. Ils ne sont pas nommés par l'exécutif. Ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne doivent pas leur carrière... Ils ne risquent pas d'être mutés en Guyane, pas en Bretagne. Tu peux pas dire, il y a des Bretons ici, tu peux pas dire comme ça. Alors, voilà, ça pose des problèmes. Hein. Vous avez votre enfant qui va rentrer dans un lycée, à l'université, votre femme qui travaille, être mutée parce que vous avez fait une enquête de corruption contre un élu, ça peut vous poser des problèmes en France. C'est pas le cas en Italie. On a le principe d'opportunité et poursuite. Je crois qu'il faut vraiment expliquer ça. Le procureur peut jeter un signalement de corruption à la poubelle. Dieu merci, depuis un temps récent, pour les affaires de délit d'atteinte à la probité, pas toutes d'ailleurs, pas tous, les associations qui ont un agrément peuvent se constituer partie civile, enfin, peuvent elles-mêmes obliger la justice de faire une enquête qui soit nommée un juge d'instruction. Mais d'habitude, sur les délits d'atteinte à la probité, si vous n'êtes pas victime, vous ne pouvez pas donc faire la procédure. Eh bien, en Italie, le procureur ne fait pas le classement sans suite, il a une obligation de poursuivre. S'il reçoit un signalement, il est obligé de faire des enquêtes, des actes, vérification patrimoniale, enquête de voisinage, etc., etc. Quand bien même il voudrait ne pas poursuivre, il n'y a rien. Ou en fait, c'est un arbitrage, la justice. Hein. C'est-à-dire, ouais, alors, ça risque d'être un procès très long, on a en général 90% de relax sur tel délit, les éléments qui sont au début de preuve là ne sont pas... Je refuse. Ok, mais c'est pas lui qui décide. C'est un autre magistrat du siège qui vient valider la procédure. Donc déjà, vous avez 2 juges, pas un, qui décident. Il a des officiers de police judiciaire dont il note carrière, hein, notation, carrière, et des officiers de police judiciaire de la police nationale, de la garde des finances et des carabiniers. Ces officiers de police judiciaire ne doivent pas leur carrière à leur ministre de tutelle. Donc effectivement, sur des affaires complexes, ça permet de faire des perquisitions sans qu'il y ait de réticence des ministères, etc. Aujourd'hui, si vous faites des grandes enquêtes en Corse et que vous tombez sur des vieux réseaux de la France-Afrique, eh bien, pour plein de raisons d'État, diplomatiques, douanières, etc., certains ministères n'auront pas intérêt à faire la lumière sur des dysfonctionnements, etc. Donc, ça peut gripper de partout. Donc, vous voyez, il y a plus de corruption en Italie, Berlusconi, tout ça et tout. Ouais, mais vous avez des magistrats... Voilà, moi j'essaie de vous répondre en disant c'est bien difficile. Maintenant, quand même, notez qu'il y a un rapport qui vient de sortir du ministère de l'Intérieur et de la Justice, à vérifier, je suis désolé, mais c'est sorti il y a quelques jours, où ils font un peu des statistiques, oui, des statistiques sur la France. Comme ça, je change d'échelle, mais ça fait un élément de réponse identique. On nous explique que les délits d'atteinte à la probité ont augmenté de 25%, j'espère que mes élèves sont là pour me contredire, depuis 2016. Et là, on pense que c'est pareil, c'est parce que la France a fait quelques progrès, il faut le dire.
un pôle national de lutte contre la délinquance financière, le PNF, une haute autorité de la transparence et de la vie publique qui vérifie les patrimoines des élus, une brigade spécialisée en police judiciaire, l'OGGGCRF, on a compris. Il y a encore quelque chose. Donc tout ça qui suit l'affaire Cahuzac fait qu'on lutte un petit peu plus contre les délits d'atteinte à la probité, à mon sens, sauf que la Corse est surreprésentée. Fois combien? Fois 4. 4 fois plus de délits d'atteinte à la probité encore sur ces années-là. Donc ça répond aussi sur la question que ce n'est pas qu'un laboratoire, il y a aussi un problème. S'il y a d'autres questions, par contre, le micro, n'hésitez pas à vous manifester. Dominique. Oui, bonjour. Moi, je voudrais simplement vous dire, vous regardez la Corse et vous avez l'impression que tout ça est très loin. Mais rassurez-vous, ça arrive même chez vous, hein. Et ça va remonter jusqu'au nord. Vous inquiétez pas. Ça ne sera pas cantonné uniquement à la Corse. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, par rapport à tout un certain nombre de choses, et là je voudrais rejoindre tout à fait monsieur, quand il dit que c'est quelque chose qui est presque, d'une certaine façon, c'est presque quelque chose qui est planifié. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité là dernièrement, mais les magistrats sont inquiets, la PJ sont inquiets sur la refonte proposée par M. Darmanin. Alors cette refonte, elle fait quoi? Elle dit quoi? Elle dit qu'on va regrouper les forces police nationale, PJ, pour pouvoir mieux lutter contre la délinquance de proximité. C'est-à-dire que là, on est en train de faire la manœuvre suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre les moyens d'enquête et on va les mettre sur les terrains de proximité. Mais cette refonte, il ne faut pas la regarder toute seule. Cette refonte, il faut la joindre à la loi Dupond-Moretti. Et la loi Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose que si au bout de 2 ans, les enquêtes financières n'ont pas d'éléments probants, elles seront classées sans suite, à moins que le procureur puisse prolonger d'1 an supplémentaire. Mais c'est à la discrétion du procureur. Donc vous voyez bien qu'on est rentré dans une forme de déconstruction de la démocratie. Le nœud du problème, il est là. La réalité, elle est là. Au fond, c'est ça, la réalité. Et tout ça, si vous voulez, c'est dans la continuité de tout un ensemble de règles qui viennent de très très loin. Si on fouille bien, on va chercher au niveau de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, avec les sous-accords qui accompagnent l'OMC, qui sont les accords généralisés du commerce des services. Et là, vous comprenez pourquoi on est en train de libéraliser complètement le business, c'est-à-dire des contraintes, des contrôles de légalité et tout le reste. C'est-à-dire qu'on privilégie, en quelque sorte, l'économie, quelle que soit la forme d'économie, par rapport à la démocratie. Merci. Monsieur Yvon, vous avez oublié un petit détail, mais qui a son importance, c'est que dans le cadre de la réforme, notamment de la police judiciaire, l'ensemble des services de police seront désormais centralisés sous l'autorité d'un seul directeur, lequel sera sous les ordres, et c'est ça le point essentiel de la réforme. Le plus grand danger de la réforme, c'est que le directeur en question sera sous l'autorité du préfet. Il y a quelques secondes, Fabrice parlait du problème de l'autonomie des magistrats en France, mais là, ils seront carrément, c'est les services de police, pas seulement les procureurs, ce seront les services de police qui seront carrément sous l'autorité directe du préfet, qui pourra leur dire, cette enquête-là, elle ne m'intéresse pas, vous l'arrêtez, celle-là, je la veux ou pas. Et c'est donc une révolution qui se passe en ce moment. C'est la raison pour laquelle même le Conseil supérieur de la magistrature, alors d'habitude c'est un exécutant muet, là pour une fois il est monté au créneau pour dénoncer cette magouille incroyable. Parce que c'est vraiment une magouille de contrôle de l'ensemble des services de police. Et curieusement, on ne peut pas dire que dans la patrie des droits de l'homme, cela est tellement sous... Heureusement qu'il y a eu des magistrats et des avocats pour monter au créneau, mais pour le reste, franchement,
ça risque fort de passer, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une mobilisation citoyenne, qu'il y a une énorme mobilisation des partis, y compris des partis de gauche. Là-dessus, on est quand même un peu étonné par l'absence de réactivité. Ça mériterait à l'Assemblée nationale quand même qu'il y ait des débats un peu plus sévères sur un sujet qui touche vraiment à la liberté fondamentale, celle de la sûreté. Parce que désormais, c'est le préfet qui va faire l'appui et le beau temps dans les enquêtes, pour le choix des enquêtes. C'est du jamais vu dans une démocratie moderne. N'est-ce pas, monsieur Yvon? Tout à fait, on est Merci, monsieur Yvon. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ce n'est pas une question, c'est des remerciements, bien sûr, pour votre intervention. Je ne sais pas si ça marche. Et puis, oui, donc, tout de même des institutions, la collectivité territoriale, la réunion le 18, extraordinaire, au sujet de mafia, je crois. Pardon? La réunion de la collectivité territoriale le 18 novembre. Oui, alors, mais vous faites bien d'en parler, hein, puisque je n'avais pas osé, je suis trop timide. En fait, lorsque les deux collectifs anti-mafia se sont constitués, on a eu un débat sémantique lors de la première réunion à Corté, organisée par Corinne Front, un mouvement nationaliste, et la plupart des élus disaient oui, non, bon, on ne peut pas parler de mafia en Corse, etc. C'est un système pré-mafieux, c'est une dérive mafieuse. Là, nous sommes convoqués pour examiner ce que Mme Manette Maupertuis appelle les systèmes, donc présidente de la collectivité de l'Assemblée de Corse. Elle nous convoque pour qu'on puisse débattre des systèmes pré-mafieux. Je ne sais pas si vous voyez, sur le plan sémantique, système, déjà il faut définir, pré-mafieux. On pourrait penser qu'elle a enfin parlé de mafia. Bon, elle n'a pas l'air de trop y croire. Mais d'autres parlent de dérive mafieuse. Donc tous ces mots, c'est Raymond DeVos qui disait dans un sketch, les mots ont le dernier mot, hein, à la fin, mais il a raison, Raymond. Les mots, quand on nomme pas le mal, on échoue. Donc les deux collectifs ont obtenu que dans la société civile corse et dans le monde politique corse, peu à peu, le nom de mafia apparaît, ce qui était un mot tabou, quasiment tabou. Donc, après qu'on ait fait une dernière manifestation devant l'Assemblée de Corse pour qu'elle respecte enfin son engagement de réunir enfin cette session extraordinaire, on les avait menacés de camper 3 jours devant la collectivité de Corse, la session, vous avez raison, va se tenir sur la mafia. Enfin, je ne sais pas si le titre va être la mafia, ça va être le système pré-mafieux. Et on va être entendu, et s'ils tiennent leur parole, c'est ce qui a été dit dans les échanges que nous avons eu récemment avec eux, c'est qu'ils vont créer 4 ou 5 commissions, une commission sémantique, bien sûr, une commission sémantique, mafia, pas mafia, système pré-mafieux, etc. Donc là, vous voyez, ça va être très porteur d'efficacité. Et après, on va discuter des marchés publics, comment contrôler les marchés publics, etc. Bon, je vous la fais courte, mais 5 commissions sont prévues, au sein desquelles les collectifs anti-mafia vont pouvoir intervenir. Et à la fin, chaque commission va rendre une synthèse, et la synthèse des synthèses va donner lieu à la création, à la production d'une motion qui ensuite devrait être adressée aussi à l'État français. Mais on va y aller, on va vraiment y aller très fortement, et avec nos propositions, nous avons rédigé un document de 20 pages sur l'évolution de la loi telle que nous l'espérons. C'est un document totalement indigeste, mais lisez-le, parce que vous allez comprendre ce que nous demandons. On le trouve sur votre site, donc? Sur notre site, oui. Et que Fabrice a relu, il n'a rien trouvé à redire, mais il doit être très fatigué. Mais bref, on attend de cette session extraordinaire qu'enfin l'ensemble des élus corses, au moins première étape, disent oui, c'est pas pré-mafieux, c'est pas un système machin, il y a une mafia en Corse. Voilà, il y a une mafia en Corse. Qui s'incarne dans 3 équipes pour l'instant, et avec une porosité d'hommes politiques bien connus, qui sont d'ailleurs cités dans un rapport de la GIRS, qu'on espère désespérément obtenir un jour. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. Si quelqu'un a du piston dans la salle, ça nous intéresse beaucoup. On lui offrira un Prisout, un Austral. Monsieur Mondoloni fait référence au fait qu'en France, il y a parfois des sources, mais qu'elles ne sont jamais publiques. Vous avez un rapport
excuse-moi, un dernier point. Je vous conseille de lire le dernier livre de M. Folleroux sur l'état de la société corse, l'emprise mafieuse en Corse. C'est un livre génial. Et je dirais, jusqu'à présent, M. Folleroux décrivait et rapportait des procès-verbaux. Là, notamment sur les liens entre certains chefs d'entreprise et la mafia en Corse, il met vraiment le doigt dans le pu. Et de sa part, là, c'est courageux. Parce qu'il a franchi le cap du simple journaliste qui décrit des procès-verbaux. Là, il montre du doigt vraiment qui sont les crapules en Corse à l'œuvre et avec la complicité de qui, et notamment de l'État. Je referme ma parenthèse. Oui, merci pour le salon du livre et de citer Folleroux, absolument, encore. Sur les rapports, c'est une spécialité quand même un peu française. Le CIRASCO, Service d'information de recherche en stratégie et d'analyse sur le crime organisé, publie un rapport depuis 2012, mais il est confidentiel. Or, en fait, c'est un état des lieux de la lutte contre le crime organisé en France, à la fois les activités par service, et puis une analyse un petit peu plus fine de quels sont les groupes criminels, étrangers, français, ce qu'il y a. Moi, un jour, on m'a dit qu'il n'était pas rendu public parce qu'il y avait des procédures en cours. Alors, enfin, dans toute la presse, on vous cite les Baresi Campanella, organisation criminelle à Marseille, et donc nous n'aurions pas le droit, nous simples citoyens, ni aux décisions de justice, je vous rappelle mon dada d'obtenir des décisions de justice, et ni à ce type de rapport. Et donc la GIRS de Marseille a produit un rapport où elle dit qu'il faut faire des instruments anti-mafia, mais pour donner ses prérogatives, pour demander ses dispositions, elle a fait un rapport d'analyse sur la criminalité, et on aimerait bien le lire. Tu veux rajouter quelque chose, David ? Oui, ben, concernant le mot mafia, il y a quand même des hommes politiques en France qui ont parlé, et je crois que même j'ai besoin d'aide de Dominique, qui a cité la mafia en Corse le premier, je crois que c'est un président de la République, non ? Le premier, il y a un président qui a nommé la mafia, qui a parlé de mot mafia en Corse. C'est le 16 juillet 1995. 16. Mais avant lui, il y avait eu un certain Xavier de Villepin, quand il était sénateur, qui avait dit en 92, grâce à un rapport d'ailleurs que Fabrice, parce que des fois il est efficace, a mis en PDF sur les réseaux sociaux, Monsieur Xavier de Villepin, à l'époque, au Sénat, avait dénoncé le fait qu'il y avait des mafias en France, on est en 92, mais qu'on ne pouvait pas les poursuivre parce qu'il n'y avait pas de délit d'association mafieuse, ce qui tombe sous le sens. Et à l'époque, la France avait créé une unité de recherche de centralisation des renseignements anti-mafia, au pluriel, et ce magnifique centre, dont j'ai découvert l'existence tardivement, mais que Fabrice connaissait par cœur depuis très vieux. Que je suis né, oui. Voilà, depuis qu'il est né. M'a dit que donc il a disparu parce qu'on n'a pas trouvé la date de sa disparition parce qu'il n'y a plus de mafia en France, c'est peut-être pour ça. Et donc Fabrice m'a dit qu'il avait disparu. Alors après Chirac, oui, tu voulais dire ? Ben non, il y a des élus qui le disent, puisque je fais partie de ces élus. En 2017, suite au tir, j'ai bien dit à la presse locale une ambiance mafieuse. Je l'ai dit avec des journaux nationaux. Et donc si on le dit depuis 1996, on parle de mafia. Moi aujourd'hui, si le président de l'exécutif, il a l'occasion de voir le reportage puisqu'il est en direct, il va y avoir une session le 17 et le 18 à l'Assemblée de Corse. Si on en est encore à se poser la question avec nos élus, mafia ou pas mafia, je pense qu'on en a encore pour plusieurs dizaines d'années. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la sémantique. Oui. Oui. Non, je voudrais rajouter la chose suivante, c'est que tout ce qui est débattu, là, tout ce qui est dénoncé, dans tout le dysfonctionnement au niveau de la Corse, il faut savoir que ça fait partie d'un rapport, donc d'une commission parlementaire. Tout ça a été cité en 1999. En 1999, tout ce qui a été dit là était déjà dénoncé dans le rapport de la commission parlementaire et dans le rapport du Sénat. C'est-à-dire que la classe politique n'ignore absolument pas la situation. Mais on fait comme si... Pourquoi ? Parce que, justement, tout à l'heure, M. Mondolone en a parlé, M. Louvrier également, je reviens là-dessus. Ce qui me paraît très important, c'est que nous sommes un laboratoire. Nous sommes un laboratoire. Et j'en veux pour preuve. Regardez ce qui s'est passé sur les 40 dernières années. De quelle façon a évolué la loi de décentralisation, en même temps les pouvoirs qui ont été transférés à tous les élus. Si vous regardez par rapport à la loi et les capacités des citoyens, est-ce que les capacités des citoyens pour s'intéresser à la chose publique ont évolué ? Pour ainsi dire,
Presque pas. Presque rien. Donc, ça prouve bien que la démarche, c'est quoi? C'est de tenir le citoyen le plus loin possible et circuler. Les travaux continuent pendant... la vente continue, pendant les travaux. Voilà, exactement, si je voulais résumer, ce serait ça. Quand on dit que c'est organisé, je rebondis, hein, c'est pas du complotisme, hein, on peut aussi évoquer les moyens de la justice en France. C'est tout simplement ça. On vote des budgets, donc on les vote de manière rationnelle, hein, on sait ce qu'on vote, et les budgets de la France, de la justice, sont au niveau de la Moldavie. Pardonnez-moi s'il y a des Moldaves dans la salle. Ce que je veux dire, c'est que c'est très très faible par rapport à notre richesse. Quand il y a un procureur en France, il y en a 5 en Italie. Il y a un article du Monde qui détaille ça l'année dernière et qui montre cette absence de moyens. Et d'ailleurs, M. Dupond-Moretti, lorsqu'il est venu, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il augmentait les moyens de la justice. Mais ça veut bien dire, dans les faits ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas analysé ça. Mais on sait bien qu'il y a un énorme problème. On sait bien que les magistrats sont complètement débordés. Et qu'en plus, le principe d'opportunité poursuite, qui nous est vendu en première année de droit, moi je l'ai eu ça, hein, c'est pour faire une politique pénale harmonieuse sur tout le territoire. Parce que vous comprenez, un vol de mobilette en Seine-Saint-Denis et un vol de mobilette dans la Creuse, c'est pas la même chose, parce qu'il y a beaucoup de vols de mobilette. Bon, c'était en 95, mes années de droit. Hein. Les vols de mobilette dans Seine-Saint-Denis sont très fréquents. Donc on va moins les poursuivre. Alors que dans la Creuse, le pauvre, il va prendre 2 ans de prison. Donc non, là, il faut que le procureur ait une certaine liberté de faire une politique pénale harmonieuse. Bon, on se moque de qui? Cet exemple, je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu en 2e année de droit, première leçon de droit pénal sur le statut des procureurs en France. Ce qui passe à la trappe, c'est les enquêtes complexes. D'abord, parce qu'elles sont trop longues. Par exemple, le blanchiment. On doit prouver le lien entre l'infraction, le trafic de stupéfiants, et tous les biens qui ont été blanchis. Alors, si c'est passé par des paradis fiscaux, il faut faire des commissions rogatoires, il faut interroger le Liechtenstein, il faut interroger la Suisse. Le temps que les réponses arrivent, le magistrat, il n'y va même pas sur du blanchiment. D'accord? Sur la corruption, il faut démontrer le pacte de corruption. Et les 2 personnes sont d'accord, en général, hein, dans la corruption. Donc, il n'y a personne qui a envie de dire « Ouais, si, c'est vrai, j'ai pris l'enveloppe ou j'ai accepté un boulot pour ma fille dans une célèbre entreprise qui traite les déchets en France, par exemple. » Lanceur d'alerte, M. Touly, par exemple, qui m'a appris que tous les fils des politiciens ils étaient embauchés dans ce type d'entreprise. Moi, je dis ça. Donc, là, les moyens de la justice, c'est vraiment... On organise la misère. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ça se voit en Corse, mais c'est vrai, ça se voit aussi dans tous les départements français. Ça, on est d'accord là-dessus. Peut-être tu veux dire un dernier mot, parce qu'après, j'ai des cadeaux pour vous. On va se quitter sur une note d'espoir, si vous voulez bien. Je vous rappelle que, tout d'abord, nous sommes au Salon des livres et l'alerte. Il y a plein de livres en bas que je vous conseille d'acheter. Qu'il est sorti un hors-série du magazine Politis. C'est suffisamment rare que ce salon soit publicisé de la sorte, avec un hors-série, etc. Donc ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Donc je voulais absolument le montrer. Et enfin, comme je vous avais dit qu'en France, enfin, on avait maintenant une loi d'usage social de biens confisqués, et qu'on allait avoir... par exemple, donc en Guadeloupe, c'est une association qui éloigne les maris violents de leurs compagnes. Donc on les met dans un bien, on va les mettre dans un bien confisqué. On va mettre dans un bien qu'on a confisqué un marchand de sommeil, on va y mettre une association, fondation Habitat Humanisme pour pas la citer, qui va venir en aide aux personnes qui sont en insertion et qui ont besoin d'un logement et qui partent de la rue. Donc ces réalités-là s'instaurent en France. Mais je suis venu avec des produits agricoles, et comme il n'y a pas encore de terrain agricole en France qui ait été confisqué et à la fois réutilisé, parce que, par exemple, on a confisqué un terrain en Champagne. Mais là, l'agence a préféré vendre le bien plutôt que le donner à une association. Mais je pense que un jour, il faudra le... Oui ? Justement, puisque... Oui, ça va venir, puisque on était en relation, l'association Terre de Liens... Oui. Voilà, a obtenu la possibilité, une association Terre de Liens qui achète et gère du foncier agricole pour installer des agriculteurs en agriculture biologique, a obtenu la possibilité donc de maintenant de recevoir en gérance des propriétés mafieuses de la part de la justice. Voilà. Merci beaucoup d'intervenir, parce que Terre de Liens, comme fondation, et d'autres foncières éthiques nous ont beaucoup aidé dans le plaidoyer depuis 2019 pour obtenir cette loi. Elles ont été très actives. Donc on espère que très vite, il y a de l'agriculture en Corse, lorsqu'un terrain sera confisqué, on y mettra une association d'insertion, bon, une coopérative, c'est pas encore prévu par la loi, mais on va y arriver, pour faire des produits
anti-mafia, même si la mafia n'existe pas. On fait des produits anti-mafia. Alors, je suis venu avec des cadeaux. Crimalt est venu avec des cadeaux. Ça, c'est fait en Italie. C'est de la sauce tomate. On est dans des représentations assez classiques. C'est fait à Cessaurunca, donc en Campanie. C'est une des dernières communes avant la région de Rome. Mais on est en Campanie, région de Naples. Là, vous aviez un clan très puissant qui tuait, corrompait, etc. On a mis les gens en prison, on a confisqué leur terrain. Aujourd'hui, il y a une coopérative qui fait énormément de produits agricoles. La coopérative s'appelle Al di là dei sogni, donc au-delà des rêves. Et donc, je voudrais faire cadeau de cette sauce tomate à Monsieur Mondoloni. J'espère que tu feras une spaghetti party avec le collectif Maxime Souzini. D'ailleurs, vous avez déjà eu des pâtes de la part de Crimalt. Qu'en avez-vous fait? Le deuxième cadeau que je voudrais faire, c'est bien sûr à Monsieur Brugioni. Alors, avec Monsieur Brugioni, comme il est venu avec sa fille, c'est de la pâte à tartiner à la noisette. Les noisettes sont bio, ce sont des produits bio. C'est fait toujours en Campanie à Cessaurunca. Donc, à ne pas abuser quand même, parce que pour la santé, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a quand même des tables rondes sur la santé aujourd'hui, sur la fraude et la malbouffe demain. Donc, on se calme. Mais si tu veux bien la remettre à ta fille, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à Crimalt. Un dernier mot, parce que Fabrice, en fait, il a beaucoup de faconde, mais il est trop modeste. Quand on a démarré notre collectif, on ne savait rien de la législation italienne. Moi, en tant qu'avocat, je n'avais jamais croisé la législation italienne. Et c'est lui qui, dès le départ, nous a orientés pour dire, voilà, à mon avis, vers quoi qu'est-ce qu'il faut fouiller, qu'est-ce qu'il faut proposer, etc. Et donc, sans lui, on aurait perdu énormément de temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est en Corse, et à la première manifestation publique que nous avons faite, il est venu. Ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin en Corse. Parce que se mettre aux côtés du collectif Massimo Souzini dans une manifestation publique, à ce moment-là, d'ailleurs, en plus, où il y avait une très grande tension du côté des assassins de Massimo Souzini, qui voulaient vraiment en découdre encore un peu, avant d'être arrêté en cours de route pour d'autres affaires. Donc, que Fabrice, à l'époque, soit venu avec ses produits, parce que c'est un battleur, un vendeur de spaghettis incroyable, il a une vocation ratée dans ce domaine, qu'il soit venu, pour nous, ça a été un renfort énorme. Et encore une fois, c'est lui qui nous a orientés dans nos recherches, et on a gagné énormément de temps. Alors je tenais à le dire parce que des associations aussi efficaces concrètement sur le terrain, il n'y en a pas des dizaines. Pensez-vous qu'elles sont sur le terrain. Merci beaucoup, David. Merci à tous. Je compléterai en signalant que ce merveilleux salon est organisé par uniquement une équipe de bénévoles et jusqu'à là on n'a pas réussi à avoir l'appui financier d'aucune mafia. Donc voilà, non mais c'est un problème. Et du coup, si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don à l'association Vivre et Agir en Maurienne. Ce don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Ça vous permet en même temps de manipuler l'État pour qu'il nous aide. Donc ça, c'est intéressant. Et l'association Vivre et Agir en Maurienne a un stand au premier étage. Je vous remercie. Bonne journée à vous.